Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous, à Montchamp, je vous en prie. au cœur de Bienvenue. l'Ardèche. Une première question pour que nos amis de Ruralytique cernent bien votre engagement, qui se place au signe de terre et humanisme. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça raconte, cette liaison entre la terre et l'humanisme? C'est quoi votre conviction? Ma conviction, c'est que si nous existons, c'est grâce à la Terre, et que l'humanisme, pour moi, me paraît un déficit énorme au plan mondial, puisque nous sommes quand même dans une communauté humaine globale qui est violente, qui est antagoniste, donc pour moi, l'humanisme, c'est aller justement vers un plan où l'humanité se reconnaîtra, et nous nous reconnaîtrons tous comme sœurs et frères, d'une même logique, d'une même réalité. Et la relation à la terre peut être le support de cette compréhension-là? Disons, la terre, c'est ce qui fait vivre tout le monde. Ouais. Voilà. S'il n'y avait pas la terre, comment vivrions-nous? Alors bien sûr, il y a les poissons, mais enfin les poissons, ils sont en train de s'épuiser. Et sans la terre et sans des gens qui cultivent la terre, je ne vois vraiment pas comment les villes pourraient survivre. D'ailleurs, quand il y a pénurie de nourriture, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne. Et que ce cousin, lui, par contre, il a la terre, il a la vie. Voilà. La vie n'est pas en ville, j'ai rien contre les villes, mais enfin, c'est pas là qu'on va trouver à bouffer. Et c'est le choix que vous avez fait donc en 1963, où avec votre épouse, vous quittez Oui. Paris Oui, pour vous installer ici, à Montchamp. oui, Donc racontez-nous, parce qu'à l'époque, on était plutôt dans l'exode rural, tout le monde Oui. partait dans les grandes villes. Oui. Vous faites le contraire. j'avais presque l'impression qu'on me demandait de troquer toute mon existence contre un salaire. On me donne un salaire pour que je puisse exister. Moi, j'estime que ma vie, c'est plus qu'un salaire, c'est autre chose. Et en même temps, dans ce hors-sol constant de vivre dans les villes, ça me privait de la nature et de la beauté de la nature. Ça me privait de ce que la nature nous offre tous les jours, mais on n'est pas là. On n'est pas là pour savourer et apprécier ce que la nature nous offre. Donc, c'est une situation hors-sol où les individus sont confinés. D'ailleurs, ils sont rangés en étages dans des immeubles, comme si on rangeait du matériel humain, vous voyez, tous les étages, tout ça. Et puis destinés à servir le modèle de société, c'est-à-dire à produire de la marchandise ou à produire quoi que ce soit pour servir le modèle qui, lui, le modèle, il est fondé sur l'idéologie de la croissance économique. Et laquelle croissance économique, il faut bien l'alimenter, la servir. Et donc, pour moi, à tort ou à raison, j'ai vécu les choses comme une forme d'esclavage. Donne ta vie et on te donne un salaire. Et tu mérites de vivre avec ton salaire en donnant ta vie. Et sois sérieux, etc. Donc, moi, je ne juge pas. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Je dis, pour moi, ça ne m'a pas convenu. Donc ce retour à la terre que vous faites, c'est vous quittez l'urbain aujourd'hui pour le fait rural. On parle beaucoup de ruralité. Oui. Pour les élus, c'est pas toujours facile d'y voir clair. On parle d'hyper-ruralité. C'est le sénateur Bertrand en Lozère qui en parle pour parler des espaces vraiment très très ruraux. Puis il y en a d'autres qui disent c'est la rurbanité, c'est-à-dire grosso modo les espaces un peu de lotissements étalés autour des villes. Oui. La ruralité de montagne, on dit qu'elle est spécifique. Pour vous, la situation, le fait de l'homme dans la ruralité, c'est quoi? C'est cette relation à la terre, ce sens de la beauté? Qu'est-ce qui fait, en fait, le cœur de la différence entre quelqu'un qui vit en ville et quelqu'un qui vit dans la ruralité? Qu'est-ce que c'est que cette ruralité? Il y a quelques jours, quelqu'un qui est venu m'interroger, parce qu'aujourd'hui les médias s'intéressent beaucoup à ma petite personne et à mon petit message. Une personne qui est venue qui fait une enquête sur l'eau. Oui. Je lui dis, mais vous êtes de l'eau? Et je suis de l'eau. Très majoritairement, oui. Constitué de 75% de flotte, donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas nous sommes en train de parler de notre constitution. Donc on ne parle pas de quelque chose. Et ça, c'est le point, disons, névralgique et difficile, où l'être humain s'est érigé le patron de la vie, patron de la nature. Dominer tous les animaux, dominer tout. Donc il s'est érigé lui-même, c'est pas le vote des éléphants et des girafes qui a dit l'être humain c'est le premier. Si ça avait été là, on pourrait dire, il y a une légitimité, mais c'est lui-même qui s'est érigé le patron. Mais un très mauvais patron, parce qu'il détruit. Il détruit énormément.
Bientôt, il ne va plus y avoir de poissons dans les mers. Les forêts, n'en parlons pas, tous les jours sont massacrées. La terre s'est empoisonnée tous les jours. Les poisons circulent de tous les côtés. L'être humain est de plus en plus paumé d'ailleurs parce qu'on arrive à une situation dans laquelle la question de l'avenir se pose de façon cruelle. Demain sera fait de quoi? Quand on voit la montée du chômage, la montée etc., on va faire quoi? Voilà. Donc on va arriver à une panne généralisée et puis on se mettra dans la lignée de la Grèce et de tous les pays qui sont en grande difficulté aujourd'hui de retrouver une logique simple d'une existence commune. Et cette logique-là, elle n'est pas là. Alors nous pensons que cette logique est incompatible avec la croissance économique indéfinie. Comment demander toujours plus, toujours plus, toujours plus? On manipule les êtres humains à n'être jamais satisfaits, à vouloir toujours, et ainsi ça fait tourner une machine infernale qui produit du capital financier, lequel capital financier est placé pour rapporter encore plus, etc. etc. C'est terrifiant. Et d'une certaine manière, c'est cette machine-là, c'est cette logique-là qui fait grossir les villes, puisqu'on estime que dans le monde entier, oui. on va voir que pour la France, c'est le contraire, c'est peut-être ça l'exception française, mais globalement, les analyses montrent que d'ici 20 ans, 70% des populations mondiales vivront dans des villes, voire dans des métropoles. Je crois absolument pas. Donc, oui, je crois absolument pas, les villes vont exploser. Parce que quand vous aurez un taux de chômage tellement élevé que l'État ne pourra plus avoir suffisamment de richesses pour soutenir les exclus, je ne vois pas ce qu'on va faire. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas de solution que celle de reprendre un autre modèle de société. Parce que vous imaginez bien que l'État, si la pauvreté augmente, ça veut dire que la machine économique va produire des choses à vendre et en même temps qu'elle produit des gens qui ne peuvent pas acheter. Donc où est-ce que ça va aller? Donc ça va aller à des ruptures et je ne crois absolument pas, moi à mon avis, je vois l'accélération, vous allez voir, dans à peine 5 ans, vous voyez, regardez où en est l'Espagne, où en est le Portugal, où en est la Grèce, où en est etc. Donc, et chaque fois qu'un pays s'appauvrit, il entraîne l'appauvrissement des autres. Parce que c'est le terme des échanges aussi. Nous faisons des choses pour vendre aux autres, les autres nous achètent, etc. Moi je vois, alors sauf si je me trompe, je ne vois pas la logique du tout. Et quand vous voyez ce qu'on appelle les pays émergents avancer comme des cinglés vers le modèle économique, dit économique d'aujourd'hui, comment la Terre va-t-elle assumer le doublement de l'humanité qui va prendre de plus en plus, qui va exiger de plus en plus disons, de ressources. La planète est limitée, donc elle ne pourra pas répondre à ces ressources. Voyez ? Et comment s'est fait l'Europe? L'Europe, elle a commencé par une idéologie qui est née en Europe, qui a déglingué complètement les communautés. Moi, j'aurais préféré une Europe d'avant avec la diversité des communautés. Chaque communauté avait sa façon de se vêtir, sa façon de faire ils nous ont laissé d'ailleurs un patrimoine magnifique de créativité, de communautés humaines qui étaient là où ils vivaient, rattachés évidemment à la terre, puisque la terre c'était la seule façon de se nourrir, c'était quand même la terre. Et aujourd'hui, on est rentré dans un système qui en fait s'est déconnecté de plus en plus de la terre. Et les politiques entretiennent ce modèle. Alors moi j'ai commis un petit ouvrage que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Pourquoi? Dire il faut qu'on revienne à ce qui est raisonnable. On ne peut pas remplir les poubelles indéfiniment et puis faire crever des enfants toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. C'est quand même pas logique en termes d'organisation humaine. Donc c'est toutes ces choses-là qui font partie en quelque sorte de ce qui constitue en quelque sorte notre protestation, mais nous sommes dans une protestation active, c'est-à-dire qu'on propose des choses, on ne fait pas que protester. Et l'agroécologie, pour moi, c'est une très très bonne réponse. Si je vous suis bien, donc à un moment donné, ces métropoles
plutôt que que de continuer à grossir indéfiniment dans un scénario idéal où la croissance, etc. En fait, à un moment donné, elle explose. Vous me disiez avant cette interview que quand on a des problèmes en ville, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient qu'on a un cousin à la campagne. Oui, c'est automatique. Donc, est-ce que pour une fois, enfin, on dit toujours les Français ont du retard, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un solde migratoire qui est inverse en France, c'est-à-dire qu'on a renversé la vapeur, on a 100 000 personnes qui quittent les métropoles pour aller à la campagne, contre seulement 70 000 qui partent de la campagne vers les villes. Donc, qu'est-ce que ça s'est inversé. Voilà, ça s'est inversé. Alors, parler d'exode urbain, ce serait peut-être un peu excessif, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus, justement, qui gèrent ces territoires ruraux, qui sont en train de redevenir attractifs? Pendant 30 ans, ils se sont demandé comment on va garder des gens, et puis là, ils se posent la question de comment on va les accueillir et leur proposer des services qui vont leur rendre la vie meilleure, sans leur refabriquer une ville, puisque c'est justement ça qu'ils sont en train de quitter. Non, l'idée de l'équilibre rural-urbain est une idée extrêmement fondamentale, qui demande vraiment, et ils ont raison, disons, mais il faut planifier les choses. C'est-à-dire, soit on laisse la spontanéité, les gens retournent, moi j'en connais beaucoup qui sont retournés par eux-mêmes, ils ont fait comme nous, ils ont pris leur clic et leur claque et ils sont arrivés. Il y en a qui ont résisté, d'autres qui n'ont pas résisté. Il y a eu le mouvement de 68 qui a amené beaucoup de monde, mais il en est resté très peu, parce qu'ils sont venus avec beaucoup d'illusions, à croire que la terre, il n'y a qu'à travailler. Non, la terre c'est difficile, et donc il faut pas se décourager, etc. Donc on est passé à un marasme en quelque sorte qui fait qu'il y a eu ce déséquilibre rural-urbain. Au moment de 68, de quoi se plaignaient les jeunes? Société de consommation. C'était du trop. Ras-le-bol du trop. Aujourd'hui, ils ne seront pas dans la rue pour crier ras-le-bol du trop, parce qu'il y a de moins en moins. Donc on est au contraire dans une récession en quelque sorte, à tel point que beaucoup de jeunes l'avouent, ils restent dans leur famille, chez leurs parents, etc. Parce qu'ils ont, même malgré leur diplôme, ils n'arrivent pas à trouver un boulot correct, à se loger correctement, etc., etc. Donc il y a socialement une inversion des éléments. Donc le problème aujourd'hui, c'est penser le rural. Parce que le rural reste un espace encore de possible. La ville n'offrira pas à l'avenir de possible. Moi, je connais des gens qui cherchent du boulot depuis je ne sais pas combien de temps, ils ne trouvent pas. Ou alors, si vous trouvez que vous êtes marié, vous avez une famille, on vous envoie à Pétain-au-Chinook pour trouver un boulot, donc ça désorganise votre vie familiale. Et il y a toutes sortes de cas et de situations qui sont des situations qui permettent peut-être d'avoir un travail, mais qui en même temps ont des effets personnels et sociaux non désirables. Donc c'est très compliqué. Extrêmement compliqué. C'est pas seulement trouver du travail, encore faut-il trouver du travail là où on peut se loger, etc. etc. Enfin, vous connaissez tout ce problème-là. Donc on est dans un marasme extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que ça fait très longtemps qu'on attend que les élus ruraux, que la politique nationale, que toutes ces choses-là prennent en compte le fait que le seul exutoire qu'il y aura dans le futur, c'est le monde rural. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas d'autres. Seulement le monde rural, donc réorganiser le monde rural en tant qu'exutoire et lieu d'accueil des exclus. Moi je connais des exclus volontaires, c'est-à-dire ceux qui s'excluent eux-mêmes. Et il y a les exclus par la force des choses, et qui eux, le pauvre, sont victimes de l'exclusion. Mais il y a ceux qui choisissent l'exclusion. Eh bien, ou de s'abstraire des villes. Ben, il faut maintenant une politique intelligente qui dit concentration urbaine, c'est fini. Si on continue, ça va être dramatique, parce qu'on va concentrer des gens dans ce hors-sol, alors qu'il y a une récession au niveau du travail, au niveau, etc. Repenser le rural comme exutoire et réorganiser le rural comme exutoire me paraît la solution juste. Pour nous, la société civile est le lieu dans lequel s'élabore véritablement le lendemain. Et le monde rural peut être un espace magnifique où on peut élaborer les choses pour le lendemain. Quel serait le conseil que vous donneriez aux élus ruraux qui nous regardent là, qui sont à Ruralytique? Et s'ils sont à Ruralytique, c'est parce qu'ils ont envie d'innover. Quel est le message que vous avez envie de leur délivrer face caméra? Bah écoutez, Ils sont là. oui.
je ne suis pas non plus infaillible, bien entendu, je commence par dire que je ne suis pas infaillible. Ce que je dis, je l'appuie sur une expérience vécue, puisque c'est un choix que j'ai fait. Et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les élus ruraux en particulier pensent la ruralité sur la question, en quelque sorte, de transfert de la ville vers la campagne. Et peut-être organiser les choses de façon à ce qu'il puisse y avoir des initiatives de gens peut-être venant des villes et des initiatives qui doivent être évidemment contrôlées. Bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Mais par exemple, la question foncière demanderait à être réfléchie. J'ai la personne qui s'est préparée, a appris, etc. Pourquoi ne pas lui faciliter l'accès à la terre, par exemple? Pourquoi ne pas lui faciliter l'accès à la terre, à condition qu'elle montre évidemment ses compétences. Il ne s'agit pas de dire venez monsieur, dame, voilà, sur des conditions très très précises. Mais je crois que ça amorcerait quelque chose qui sera obligatoire dans le futur. Voilà. Donc c'est anticiper sur ce qui sera obligatoire. Voilà ce que je dirais en toute humilité, simplicité à ceux qui ont la responsabilité. Nous-mêmes, nous sommes en train à Terre Humanisme, nous sommes en train de vouloir créer un autre lieu, puisque notre lieu n'est plus conforme. Eh bien, nous voulons le faire en coopération et avec le monde rural, et notamment les élus, que je suis loin de négliger. Je considère qu'ils ont même des responsabilités importantes, et ils sont même, à mon avis, à la racine du problème. Je pense que c'est par là que pourra se faire les réformes importantes. Donc à la racine de la solution, en fait. Absolument, absolument. Merci beaucoup Pierre Rabhi. Merci à vous, merci bien.